Hello! Hey! Mes péripéties de mon intro sont terminées. C'est réglé, ça a bien marché. Wow! Je suis fier de moi. Bon, on va regarder si ça marche. On a-tu un petit chat qui fonctionne aujourd'hui? Regardons ça. Ça marche aussi! Puis là, il reste un dernier piton à checker. Ah ben tabarouette, ça marche. Ben, sur ça, Vincent qui arrive. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Tabarouette, t'as pas encore mon gilet d'eau bénite sur le dos? Oui, monsieur, parce que je suis encore dans le concept. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un petit démon de bon drummer. Ben oui, ben oui. Et là, j'ai dit, ça prend de l'eau bénite. Ben gars, vu qu'il est sous l'eau, on va tout de suite passer à ça. L'eau ici. bénite? Ben oui. Qu'est-ce qu'on boit? T'en as-tu mieux? Du poulet ou du jambon? La bière. Tiens, pas de niaisage. Fait que toi, t'es sur l'eau bénite, puis moi, Je suis sur l'eau bénite. Et tabarouette. Tiens, gars, ça. Oh, elle est belle! Ça, c'est une IPA de type belge boostée triple. Hein? C'est une triple, ça, hein? Ouais. Hey, ça a même affaire ces deux bords. Ouais. Ah, ouais, il y a le texte. Ça, c'est la planète verte. Houblonné à souhait. Non, tant mieux pour elle. Tu manqueras pas doublon, toi qui aimes ça amer. Ouais, Tu restes. Tu sais, tu travailles sur le bateau traversier, fait que t'aimes ça amer. Quel jeu. Ouais, ça va à peine. Ça. Hey, c'est ça, aujourd'hui, on a un invité qui joue du drum encore cette semaine. T'es choyé, Vincent? Là, je suis plus que choyé, je suis gâté. 2 semaines d'affilée à jaser de tambour avec des vrais tambouristes. Pourquoi toi, t'en es pas un? Moi, je suis un amateur. OK. J'adore. Moi, je suis un dromesteux, comme disait mon vieux chum Dion à Matane. Un dromesteux. Il dit, toi, t'es un dromesteux. Pas pire. Fait que sur ça, invitons-le. On l'invite? On l'invite. L'invité spécial. L'invité spécial. Et voilà. Qui est là? Michel. Yeah. Michel Bélanger. Salut les boys. Oh, on va se mettre en mode TVA. Tiens. Je fais la prière musulmane. Je me prosterne devant toi. C'est pas nécessaire. Hey, On est puis, vraiment content de t'avoir, Michel. Pareillement, mais merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. La négociation n'a pas été très, très longue. C'était genre, tu quittes, oui. Puis... Non. Ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Hey, avant qu'on décolle, je voulais juste parler de mon petit GoFundMe que j'ai starté pour aider des bandes. Puis le but, c'est de ramasser 5000 pièces si on est capable. Là, puis je vais le laisser là pendant un bout. Puis, mais c'est comme je disais à Vincent, ça va prendre plus que des petits pouces, là, parce qu'un petit pouce, ça fait pas de l'argent. Fait qu'allez sur le site de GoFundMe, mettez de l'argent là-dedans, puis à un moment donné, on donnera le 5000 à quelqu'un. Comme j'avais dit, qui le méritera, parce que je veux pas donner ça à quelqu'un qui fera rien avec. Là. Je veux donner ça à quelqu'un qui va faire de quoi avec, puis qui est en train de... Il est sérieux dans son histoire. C'est ça le principe. Peut-être, on fera peut-être un concours ou sans être un concours, on dira, envoyez-nous les démos, puis on va en jaser dans un conseil, puis là, on va dire, OK, ceux-là, ils valent la peine vraiment de produire. Ils ont besoin du 5000. Puis... Ouais, avec ça, là, ils vont passer à l'étape suivante. C'est ça. Fait que c'est ça. Bravo, là. c'est très cool. Il est là, il saute. Là, il est qu'à 50$, c'est moi qui ai donné ça. Ça reste là, ça fait une semaine. Ouais, j'ai pas eu ma paye encore. Bon. Mais je vais en mettre, à la prochaine paye, je vais en mettre. Des défaites. Parce que moi, je suis pauvre, je suis un musicien. Fait que j'enlève ça, puis on va tout de suite commencer. Python, il est ici, ça. Le mode entrevue.
Ah là, c'est sérieux, là, c'est sérieux. C'est ça, Michel, on a parlé un petit peu tantôt avec toi. Ben, plus Vincent qui jasait, puis toi, t'écoutais, Vincent. Là, je vous laisse aller, là. Non, mais... Moi, je parle plus, là. Tu disais que tu habites dans le coin de Québec, mais que tu viens de Port-Cartier, c'est ça? Je viens de Port-Cartier, ouais. OK. C'est vraiment tout près de Sept-Îles, Bécomo, ce coin-là. Puis je vis à Québec, ça fait déjà un bon 20 quelques années, presque 23, 24 ans. Ça fait déjà un bout que je suis ici. OK. T'es arrivé pas mal dans les mêmes années que moi, ça veut dire. OK. Ouais. Mais c'est ça, moi j'ai étudié au Cégep à Trois-Rivières en 2000 jusqu'à 2002, après ça à Drummondville jusqu'en 2003, puis je suis arrivé en 2003, fait que c'est ça. OK. Oh, t'as fait Drummondville. Les professeurs, Vincent, les professeurs. Les professeurs, t'as-tu Camille Bellil, joueur de jazz? J'ai pas étudié le drum à Drummondville, j'ai étudié la sonorisation, fait que technique de sono et d'enregistrement musical. Fait que je voulais comme ajouter une corde à mon arc de batteur. J'avais étudié en musique à Trois-Rivières, au Cégep. Okay. Ouais. Et c'est ça, je voulais comme ajouter une corde à mon arc de musicien. Mais en 2003, c'était très, très basic là, ce qu'on faisait déjà avec Pro Tools. C'était vraiment les premiers Pro Tools qu'il y avait. Puis fait que c'était vraiment super basic. Fait que, il a fallu que je me remette à jour dans les années suivantes pour suivre le train parce que j'étais plus dans le game déjà. Là, moi, j'ai une question. Est-ce que, parce que le cégep à Drummondville, il y a eu un feu dedans. Est-ce que toi, c'était après ou avant? C'était la même année. La même année que le feu? Oui. C'est toi qui as mis le feu, là. Je me souviens très bien de ce feu-là, ouais. Ouais? Ah ouais, c'est quelque chose, ça. Moi, je suis allé avant. Je suis allé, quoi? C'était en 92, 93, quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que c'était pas la même affaire. T'sais, dans le temps, on avait Pro Tools. Hein? On avait Pro Tools avec des Mac puis des affaires comme ça. Donc, toi, tu l'as fait sur 1 an ou sur 2 ans, la sono? Sur 1 an. OK. Ah, comme moi. Fait que c'est parfait. Ça, c'est cool. Ça veut dire que t'es un bon musicien. Ben, c'est sûr que ça contribue à comprendre comment ça marche au moins. Là. Même si je pratique pas ce métier-là aujourd'hui, je suis pas un soundman, puis je m'improvise pas réalisateur d'album ou quoi que ce soit, mais au moins de comprendre l'envers du décor, comment ça marche, comment placer les micros comme du monde, puis comment bien faire sonner un instrument pour que ça réagisse bien sur un album, là, éventuellement. Là. Fait que d'ailleurs, c'est plus ça moi, que je voulais faire. Là, c'est ça, ton drum est équipé de micro puis toute la battante, mais quand tu enregistres pour des albums, c'est-tu chez vous que tu fais ça, puis après ça, tu envoies la track ou... J'en fais chez nous. Quand c'est... Tu sais, je fais beaucoup de pré-production chez nous. Fait que, tu sais, souvent, j'enregistre plus pour pratiquer, pour arriver dans le vrai studio puis être vraiment prêt puis arriver avec des bonnes tracks. Mais j'ai enregistré quelques trucs ici puis ça se passe super bien. Là, ça marche super bien aussi. Là. Ouais. Ouais, il y a l'air d'avoir un affaire dans le top là, pour couper un peu le son, je pense, que je vois. Là. Ouais, mais c'est ça, j'ai fait du traitement acoustique un peu dans ma pièce parce qu'à la base, c'est une pièce en béton. Je suis sous mon garage, fait que on le sait, une pièce en béton, ça sonne vraiment pas bien, c'est vraiment horrible. Fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup de traitements avant d'avoir une pièce qui sonne sur le sens du monde. Là. Fait que c'est ça, il y a comme des pads un peu partout là, pour que ça marche. OK, c'est cool ça, c'est cool. Hey, on va revenir un peu dans le temps. C'est ça, à Port-Cartier, tu jouais-tu déjà du drum dans ce temps-là? Ou j'ai commencé à jouer quand j'avais à peu près 7-8 ans. Oh! Mon père est guitariste, il a toujours été guitariste, il l'est encore, mais il a 81 ans puis il pratique encore tous les jours. Fait que c'est sûr que ça me vient de là, ça c'est sûr. Fait que j'ai commencé à jouer, puis c'est ça, vers 7-8 ans, puis j'ai grandi dans une famille où est-ce que mon père il pratiquait à chaque jour, puis il y avait son band qui pratiquait à chaque semaine chez nous. Fait que c'était normal pour moi d'avoir un band qui pratique dans mon sous-sol, qu'il y ait un drum qui soit là, puis la gang arrivait le mardi soir, puis ça pratiquait fort, puis ça faisait du bruit. Fait que pour moi, c'est normal.
Puis c'est ça, vers à peu près 7 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Je trouvais ça intriguant, le drum, tu sais, la shape du drum, je trouvais ça impressionnant. Ça, c'est gros, puis il y a plein d'éléments, puis je trouvais ça super le fun. Puis quand le drummer à mon père, finalement, a pu faire la job, et ça marchait plus, mon père, il voyait bien que j'avais un intérêt, fait qu'il m'a comme embarqué, il disait, hey, tu sais, tu pourrais te mettre à pratiquer, à jouer un peu, là, tu sais. Fait que il m'a acheté un drum, puis dans les mois suivants, je commençais à jouer avec lui, avec son band. Là, Oh, fait que, tabarouette. genre à 8 ans, mettons, que j'ai fait mes premiers shows avec lui. Là, Et fait que là, t'as T'as appris poigné ça vite. Puis t'as appris les tunes des années 80, là, finalement. Là. oui, puis on faisait un peu de tout. On faisait vraiment, il faisait autant mettons, du Beatles, du CCR, qu'il faisait du Laurent Jalbert, mettons, puis du Richard Desjardins, puis du Plume, puis des trucs comme ça. Fait que ça m'a comme ouvert déjà les horizons à OK, il y a plein de sortes de musique qui existent, puis c'est le fun de jouer ces styles de musique-là, puis chaque style a ses propres caractéristiques, son propre vocabulaire qu'il faut avoir pour que ce soit authentique. Fait que je me considère bien chanceux d'avoir commencé comme ça parce que ça m'a permis d'avoir vraiment des bonnes oreilles là, à très bas âge. Tu sais, comprendre la musique assez vite. Là. Es-tu allé jusqu'au folklore dans ces choses-là ou on en faisait un peu durant le temps des fêtes, mais tu sais, ça a jamais été ma tasse de thé, disons. OK. Ouais. Vincent, as-tu quelque chose? J'aimerais ça, Nick, que tu montes ton volume un petit peu parce que j'entends bien Michel, mais je t'entends pas fort. Ouais. C'est peut-être les setups qu'on a fait tantôt, qu'on a bougé ta balance. Mais je peux monter. Ben, remets ça un peu comme c'était avant, là, si tu veux. Ben, moi, je peux me monter directement, là, sans affecter le reste. Attends. OK, ouais. Ah, t'as peu. Tu vois, quand tu montes ton volume, tu tasses plus d'un Ouais, mais côté, c'est parce que je viens de m'apercevoir que j'étais. là, t'es correct. Là, t'es correct. J'étais en stéréo. OK, touche plus à rien, c'est Ouais, parfait comme ça. Je viens de linker. J'ai linké les tracks ensemble. Puis là, ça monte ensemble. Yes. Fait que là, on est à Port-Cartier. As-tu étudié à l'école secondaire de la musique? Puis, Un peu, ben c'est sûr qu'il y avait un programme, c'était pas un programme de musique, on avait des cours de musique au secondaire, fait que c'est sûr que moi je me suis garoché là-dessus, c'est sûr que j'ai suivi ça. C'était quand même assez basic comme cours de musique, mais pareil, je les faisais, ça m'intéressait. Puis tu sais, déjà en secondaire 2, mettons, fait que j'avais, mettons, 13-14 ans, je commençais à jouer avec des bandes métal là-bas. Là. Il y avait comme un band métal dans la place qui m'avait repéré, puis t'es comme le jeune, d'après moi, il est capable de faire de faire ce qu'il faut pour le band. Fait que j'ai commencé à jouer avec eux autres, puis déjà à partir de là, j'ai vraiment mis beaucoup de temps pour me développer. Là, j'ai vraiment travaillé fort, je pratiquais en déchaîné, pour vrai. Là, je pratiquais le matin, en me levant le matin à 7 heures, mettons, je pratiquais une petite demi-heure. Sur l'heure du dîner, je revenais, je pratiquais. Après l'école, j'arrivais, je pratiquais encore. Fait que ce régime de pratique-là m'a pas quitté pendant très, très longtemps. J'ai fait ça des années. ça rappelle des souvenirs, Nicolas. Hein? Ah, ben oui. Béding bedang avant d'aller à l'école, on revient, béding bedang sur l'heure du midi, on retourne, on revient de l'école, béding bedang encore, soupe, béding bedang après le souper. Puis là, on ferme la porte. Hey, papa, il avait été obligé d'installer une porte en bas puis une porte en haut parce que mon local de drum était direct au-dessus de la télé familiale. Hey, pareil pour moi, c'était la même affaire. C'était exactement ça. Moi, je pratiquais direct sous le salon familial. Mais j'ai eu des parents d'une patience. Là. Je suis pas sûr que je vais être patient comme ça si mon fils il veut jouer avec son band éventuellement, parce que mon fils de 2 ans, il joue du drum déjà. Là, Wow! Puis je suis pas sûr que je vais avoir la même patience que mes parents. Puis ils sont incroyables à quel point ils nous ont endurés. Puis je pratiquais avec mon band de death metal le soir, genre, puis les autres, ils écoutaient la TV en haut, le volume au bout, puis nous autres, on était en bas, puis on jouait des grosses tunes, du gros blast beat. Ah, une patience incroyable. Parle-nous, Michel, de tes premières influences. Là, tu parles de ton premier band. Rappelles-tu un peu, c'était quoi le setlist? Quel genre de tune faisiez? Puis, absolument. Mettons, quelle tune était, comment je dirais... tu sais, eux autres, ils te spotent. À un moment donné, ils disent cette tune-là, il a fait parfaitement. Fait que pour toi, c'était quoi ta chanson signature à toi? Ben, tu sais, avec ce groupe-là, on composait nos tunes assez vite. Fait qu'on avait déjà des compos
au bout d'une couple de mois, on avait déjà 5-6 compos. Fait que c'était là-dessus qu'on travaillait fort. Là, on voulait avoir vraiment des bonnes compos. Puis on faisait une couple de covers, là, des affaires de death metal bien obscures, là, mais des trucs connus dans le milieu, là, genre du Cannibal Corpse, puis du Deicide, puis des trucs plus black metal. Oui, Death, effectivement. Oui, Death, absolument. On faisait du Sepultura. Hey, on faisait ça, j'aime ça. C'est vraiment, Cool. c'est vraiment dans ce bag-là. Puis on était des kids, j'avais 14 ans, puis on blastait ça au fond. Fait que c'était quand même une bonne école. Là. Petite question, nous autres, dans le temps, c'était dur de trouver un vocal qui était capable de faire ces tunes-là. Vous autres, de votre bord, ça disait quoi? Nous autres, on a trouvé un bon en maudit. Il était vraiment... puis il est encore très, très bon. On est encore en contact. On a encore un projet ensemble. OK. Puis, mais ouais, c'était un chanteur parfait pour ça. Il y avait la voix là, idéale pour chanter toutes ces voix gutturales là, tu sais. Ah, ça pue le tira. Hey, ça, c'est cool. Serge qui dit bonjour. Ça pue le dessus de bras. Hey, ça, c'est bon en tabarnouche. Hey, mais là, OK, parle-moi de ton premier kit de drum. Là, tu parlais de ton père qui avait un band, puis là, parle-moi de ton premier kit de drum. Qu'est-ce que c'était, mettons, puis qu'est-ce que ça a été après avec tes métalleux? Mon premier kit, mon père m'a acheté un kit usagé à Sept-Îles, un gars qui vendait ça 300 $, un Westbury rouge, là, le classique Westbury, avec une crash, un hi-hat, bien basic. Puis quand il a vu à quel point je m'intéressais, puis à quel point je mettais du temps là-dedans, mais là, tranquillement, OK, bon, on va acheter une cymbale par-ci, puis une autre cymbale par-là, puis on va te racheter un nouveau snare, puis on va t'acheter une bonne pédale double, puis on va t'acheter... Fait que, tranquillement, je commençais à avoir un kit de drum qui se tient un peu plus. Puis dans les années suivantes, il y avait je pense qu'on était 2 drummers à Port-Cartier, fait que l'autre drummer de la ville vendait un de ses drums. J'ai spoté ça, hey, c'est un bon Pearl, ça serait cool d'avoir ça, fait que coûtait genre 500$, un gros drum, 2 bass drums avec plein de tomes. Fait que j'étais comme, c'est ça que je veux pour 500$. Fait que mon père, il m'a avancé l'argent encore. Fait que je me suis ramassé avec ce gros drum-là que j'ai gardé pas mal d'années. Même, je me suis rendu au cégep avec ce kit-là. Fait que ça a fait quand même une couple d'années. Puis après, ben, ça a juste déboulé, là, les achats de gear se sont accélérés. J'ai acheté des drums, j'ai acheté des snares, j'ai acheté des cymbales. Et tranquillement, j'ai cumulé du stock. Je dirais la folie commence. Hein? Exact. Ouais, le gear. Hein, la maladie du gear. La maladie du gear, ouais. Ça, je l'ai quand même pogné jeune. Mais tu sais, c'était quand même cher. Fait que je pouvais pas acheter des affaires trop souvent. Mais c'était tout le temps ça que je voulais faire avec mon argent pareil. Dès que j'avais de l'argent, c'était comme quel cymbale je peux acheter, quelle pédale double je peux acheter, quel snare je peux acheter. C'était tout le temps ça que je faisais avec mon cash. Fait que... Aïe, aïe. Hey, j'ai une petite anecdote là-dessus, Michel. Une anecdote. Quand... L'anecdote. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Oh, c'est bon, ça. Quand... juste avant que j'aille au cégep à Drummondville, justement, parce que je suis allé faire 1 an de musique, tu sais, pour apprendre les basses, puis tout ça. Puis, juste avant d'aller au cégep, j'avais mon petit kit de drum que mon ami Serge Fortin m'avait vendu. Et puis moi, j'avais tout repeinturé. J'avais enlevé le covering, puis tout ça. Hein, fait que Serge doit s'en rappeler, là, le kit de drum blanc qu'il m'avait vendu. Là, il est devenu rouge. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai dit, ben là, je vais au cégep, ça me prend un bon snare. Fait que j'ai regardé, j'ai magasiné ça, puis le snare qui m'est revenu, c'était le snare Sonor. Le gros Sonor signature 8 pouces en bois, là, tu sais, avec le covering par-dessus en ébène, puis tout. Fait que il y avait une place aux États-Unis, Thoroughbred Music. Ils le vendaient vraiment pas cher. C'était 580$ US. Puis j'ai commandé le Anvil Case avec. J'ai commandé un pied de snare sonore avec. Puis le banc Tama avec pour ma cire. Puis tout. Tu sais, j'avais tout vendu mon kit à mon vieil ami Jimmy Bernier. Puis finalement, ben, quand je suis arrivé au cégep,
Fait que là, j'avais un méchant snare avec un gros road case Anvil puis toute la kit. Fait que les gars étaient pas mal épatés, mais tu sais, je savais pas jouer, là. Fait qu'on s'amusait avec ça. Mais un soir, à un moment donné... si tu te rappelles, Michel, en avant du cégep à Drummondville, tu sais, t'as 2 rangées de maisons, puis en arrière, t'as le cimetière. Oui. Fait qu'on est parti, moi puis 2 de mes chums, on a amené 3 caisses claires. Ma grosse sonore, mon chum, il avait son Tama, je me rappelle plus le modèle, puis un autre snare, puis là, on est allé là, puis on s'est mis à jouer du snare en pleine nuit dans le cimetière à Drummondville. Fait que... Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, Fait que le lundi matin, on a entendu parler dans le cégep. Hey, il y a du monde qui jouait du snare dans le on était dans le cimetière. Petit patac, patac. Les rudiments. Une gang de malades. Tu fais de quoi de militaire, de quelque chose de même ou ben non? On a fait de quoi, mais on se rappelle Là, pas c'est quoi. La bonne femme de 80 ans. Hey, j'entendais du snare de guerre dans le. C'est madame, fermez votre appareil. Hey, faudra revenir avec Michel. Parce que là. Ça va, ouf. Aïe, aïe, aïe. Drummondville, il y en aurait tellement à raconter là-dessus. Ah, c'est bon, moi aussi. Hey, mais j'avais une question tantôt que je me disais. Quand tu as eu ton drum au début, le tuning, tu sais, t'as-tu eu quelqu'un qui t'a montré à changer tes pots? T'as tout appris ça par toi-même? Ouais, puis tu sais, il y avait pas grand monde à cette époque-là sur la Côte-Nord qui jouait tout court, tu sais, puis c'est ça, il y avait un seul autre drummer dans la ville de Port-Cartier. Puis j'ai jamais vraiment demandé de conseils. C'est vrai qu'on aurait pu partager à cette époque-là, mais j'étais plus jeune que lui, fait que j'étais comme pas dans la gang, j'étais pas cool, fait que non, j'ai tout géré ça par moi-même. Tu sais, j'ai appris ça en le faisant, en l'essayant, en gossant, essai-erreur. Puis à un moment donné, tu finis par comprendre comment ça marche. Mais ouais, c'était pas évident d'avoir du stock non plus. Tu sais, on avait un magasin de musique à Sept-Îles. Fait que quand on voulait du gear, c'était soit là ou quand on venait à Québec, ben là, c'était comme bar open. Il y avait plusieurs magasins, puis à chaque fois, mon père puis moi, là, on arrivait, puis c'était comme, on passait une journée dans les magasins, puis à chaque fois, je repartais avec des pots, des cymbales, des baguettes, tu sais, full de gear. Fait que ça, à chaque fois, c'était comme l'événement de l'année pour moi, là, mais sinon, c'est ça, c'était vraiment, on était vraiment à sec là-bas, il n'y avait pas grand-chose, là, fait que on se débrouillait avec ce qu'on avait, puis on se débrouillait avec les skills qu'on avait, puis on n'avait pas Internet, là, tu sais, en 93, 94, il n'y avait pas Internet, fait que tu t'arranges tout seul, là, tu sais, tu fais comme tu peux, puis ouais, c'est ça. Fait que t'as connu les belles époques à Québec, Richard Gendreau, Gagné musique, Marc Legrand musique, t'as tout connu ça, là? Absolument, puis j'ai même travaillé chez Richard Gendreau pendant 3 ou 4 ans dans le début des années 2000. Quand je suis arrivé à Québec, c'était ma première job, là. Wow! Ah, ouais. Intéressant. Ça veut dire que là, t'es capable de redevenir vendeur si jamais ça va pas bien. Jamais ça va vraiment pas bien. Je pensais pas me rendre là. Parce que le monde qui nous écoute, là, je pense que vous savez pas à qui on parle. On parle à un drummer qui a joué et qui joue encore avec le groupe Cynic. Dans le death metal, je pense que pour moi... On peut pas dire death metal, c'est plus un prog metal, hein? C'est comme ça que tu qualifierais, Michel? C'est tellement dur à décrire comme band. Ils ont vraiment comme ouvert leur propre porte, leur propre voie dans les années 90. C'était vraiment un mélange de death metal à l'époque, puis de jazz fusion, puis de world music, puis il y avait plein d'influences qui rentraient ensemble, puis ils ont fait de quoi de nouveau avec ça. Puis tu sais, dans les dernières années, c'est effectivement plus progressif que death metal. Ça sonne vraiment de moins en moins death metal, en tout cas, leur affaire. Là. Mais ils ont changé la voix beaucoup, j'ai trouvé. Les premiers albums, il y avait comme un effet sur la voix. C'était un peu comme, je sais pas, un peu alien, un peu extraterrestre. Mais après ça, ils sont devenus plus death metal un peu, puis tu sais, plus... Je sais pas. Comment tu vois l'évolution de ce groupe-là?
sais, en fait, les premières années étaient plutôt death metal. Quand ils ont sorti leur album Focus en 93, c'est là qu'ils ont pris la tangente, genre, on amène une voix avec un vocoder qui sonne vraiment alien. Oui. Mais il y avait un chanteur quand même qui chantait death metal sur l'album, fait que c'était comme le mix des deux. Le band s'est séparé pendant à peu près 15 ans à peu près. Ensuite, ils sont revenus en 2007 avec un album ça sonnait encore comme Cynic, mais tu voyais qu'il avait pris quand même une autre tangente. C'était beaucoup moins death metal. Puis dans les dernières années, c'est ça, il y a de moins en moins d'éléments death metal. C'est de plus en plus du progressif. Il y a tout le temps l'influence jazz fusion en arrière, mais c'est pas du jazz fusion non plus. Fait que c'est un band bien unique, là. Le drummer d'origine, lui, il s'est passé quoi avec? Pourquoi il est plus là? Ben, il y en a un qui est mort, Sean Rayner. OK. Sean est mort en 2020, au début 2020. Puis le bassiste, Sean Malone, est mort en décembre 2020. Fait que le band, c'était une hécatombe en 2020. Il restait juste Paul qui est le chanteur. Puis il était en train d'écrire le nouvel album, en train d'enregistrer leur dernier album qu'ils ont fait. Fait que là, Paul, il s'est ramassé tout seul. Fait que là, il a fallu qu'il se revire de bord. Puis là, le temps de retrouver ses repères puis faire son deuil de ses deux partners de musique aussi, là. Ben oui. Ça a pris un petit temps, puis il a même pensé à tout lâcher puis à juste pas faire l'album aussi, mais fait que c'est ça, il avait trouvé un autre batteur dans les années précédentes parce que Sean Reinert avait lâché en 2015. Fait que là, ça faisait déjà 5 ans qu'il y avait un autre batteur. Puis c'est ça, finalement, ils ont fini par faire cet album-là en 2021, 21, je pense. Puis fast forward, comme en 2025, c'est l'an passé. Une semaine avant un show, Paul, il me contacte, il me dit « Hey, notre drummer a lâché le band, on aurait besoin de toi pour un show la semaine prochaine. Es-tu disponible? On va jouer l'album Focus, l'album mythique là, de 93. Là, que, moi, personnellement, c'est mon album préféré de tous les temps. Là. C'est ça qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'est ça. Là. Moi, je l'avais en cassette. Moi aussi, je l'ai même encore quelque part en cassette. Hey, Michel, c'est celui avec Veil of... Oui. Ah, oui. ça, c'est... Oh. Pour moi, quand je pense à Cynic, je pense à Veil of... c'est quoi le... Maya. Maya, c'est ça. Veil of Maya. C'est incroyable. Hey, mais dire... attends un petit peu, Vincent. Vas-y, Nick. C'est parce que là, je suis en train de me demander, là, il te contacte, mais t'es déjà connu parce que tu joues avec Gorguts ou c'est quoi qui fait qu'il te contacte? Effectivement, je jouais déjà avec Gorguts, mais ce qui m'a fait connaître à ces gens-là, c'est que durant la pandémie, vu que tout était fermé, on pouvait même plus jouer en band ensemble, tout était compliqué. Je me suis mis à faire des vidéos pour le fun. J'étais comme là, je peux juste jouer avec moi-même. Je vais trouver des trames, des tunes avec lesquelles j'aimerais jouer, puis je vais faire des vidéos de ça. Fait que je me suis mis à faire des vidéos de tunes que j'aimais, de bands que j'admire, dont Cynic, justement. J'ai fait 3-4 tunes d'eux autres parce que j'étais un méga fan. Puis à cette époque-là, en 2020-2021, il n'y a pas de drummer qui osait toucher à ça parce que c'est un matériel sacré quasiment. Pour un drummer, là, il faut vraiment que tu aies fait tes classes pour oser jouer ça, tu sais. Mais moi, j'étais naïf comme je suis. J'étais comme, moi, j'aime cette musique-là, je veux rien que la faire. Puis, fait que j'ai fait un paquet de vidéos, mets ça sur Instagram, sur YouTube, Facebook. Puis, fait que là, ça se fait voir assez rapidement. Maintenant, tu sais, on est sur Internet, on est facilement en lien avec tout le monde, tu sais. Puis ça a pas pris 1 heure ou 2 que Paul, le gars du band, il m'écrivait et me disait « Hey man, wow, c'est impressionnant ton playing, man, telle affaire, c'est exactement ça comme Sean le faisait en tout cas. » Fast forward en 2023, je pars en tournée avec un groupe de Montréal qui s'appelle Beyond Creation. On s'en va en Amérique du Sud pour 2 semaines, je pense. Puis on jouait en première partie de qui? De Cynic. Fait que là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pu les côtoyer puis devenir des collègues, là, tu sais. Ça a cliqué, là. Ça a cliqué, tu sais, à ce moment-là, on était des chums. C'est comme, là, on est des collègues, on se connaît, ils voient comment je joue, ils voient comment je me comporte, ils voient que je suis pas
suis pas un tout croche, que je suis sérieux. T'es puis ça. accessible aussi, tu sais. Ou Oui, t'as oui, full puis, tu sais, band, moi, puis c'est- ça Exact, marchait. exact. Le timing était bon. Ouais. Timing était bon. Puis, on fait la tournée, tout se passe bien. Je reviens chez nous. Dans l'année suivante, ils m'ont appelé. Je pense en début 2024, ils m'ont appelé. Leur batteur avait un problème de visa. Oh. Ils partaient en tournée, genre, leur premier show était, disons, demain soir, là, tu sais, en Allemagne. Oh. Petit détail. Fait que là, il me call, il me dit hey, notre drummer, il pourrait peut-être même pas être là. Tu peux-tu rester stand-by? On a peut-être besoin de toi. On va checker pour un billet d'avion. Tu peux-tu être en Allemagne demain soir, genre dans telle ville? Puis après ça, on start une tournée en Europe là, de, je sais pas, un mois, mettons. Là, tu sais. Fait que j'étais comme oui. Je dirais pas non à ça. C'est sûr que oui. Là, tu sais, je me sens absolument pas prêt. Là, tu sais, c'est pas comme si je pratiquais les tunes de ce band-là à tous les jours, mais c'est comme opportunité du siècle, oui, c'est sûr, je suis prêt. Finalement, ils m'ont rappelé comme 2-3 heures après. Hey, merci d'être resté stand-by, mais notre batteur, finalement, il peut le faire. C'est super cool, merci, mais tu sais, je leur ai comme montré à ce moment-là que, OK, regarde, je suis sérieux, puis je serais capable d'assurer ce genre de rôle-là. Puis c'est ce qui est arrivé en 2025. En mai 2025, là, leur batteur, il choke, lâche la band. Puis une semaine avant le show, il m'appelle, il dit hey, on va jouer cet album-là live à Baltimore. Tu peux-tu être là? Tu penses que tu es capable? C'est sûr que je suis capable, je vais être là. Genre le billet d'avion, j'arrive là. Puis on n'a pas pratiqué en fait. On a joué le show une fois ensemble dans le local. On a déplugué nos affaires, puis on est allé faire le show tout de suite après. Fait que c'était comme on a pas. T'as pas le temps de pratiquer, t'as pas le temps d'y penser, de te préparer dans ce genre de situation-là. Faut que t'assures, là. Puis tu mets tes parts de côté, tu mets ton stress de côté, là. Ça peut plus exister. Faut juste que tu y ailles puis tu fasses ta job, là, tu sais. Oui, hey, mais dis-moi, ton drum, qu'est-ce qui arrivait avec ton drum? Est-ce que tu arrivais là-bas et ils fournissaient un kit ou... Oui, parce que c'était sur un gros festival. C'était le Maryland Dead Fest. Fait que c'est un gros festival où est-ce qu'il y a un backline énorme, là. Il y a plein de sortes de drums. Fait que, tu sais, je pense que j'avais traîné mes cymbales puis mes pédales, c'est à peu près tout. Fait que c'était pas compliqué, là. Quelque chose, hein? Oh, Nick, tu voulais dire quelque chose, je pense? Ah, ben non. Ben, c'est parce que je me demandais... ça va être une question un peu niaiseuse. Excusez-moi. Il n'y a rien qui est niaiseux. Il n'y a pas de question niaiseuse. Mais, un petit peu. On va essayer d'ouvrir ça, là. Je change de sujet là, complètement. Parfait. Allons-y. Je peux vous dire que la bière à fesses. Arrête donc, petite nature. Regarde-moi les petits joues rouges. Ah, moi, les petits joues. Ben oui, ben moi, je prends ça à tous les semaines. Là, j'essaye de tasser ça, puis je suis pas capable. Mais ben, pendant que tu défesses, moi, moi j'ai encore des questions, moi, pour Michel. Ben, je suis prêt. T'as pas. OK, ben, vas-y. Ben là, on l'entend, mais on le voit pas, tiens. Ah non, mais Nick, je t'ai envoyé... ouais. Va dans ton Messenger. Je t'ai envoyé une petite vidéo. Arrête de parler. Wow. On dirait que tu fais des paradiddles avec tes pieds. J'en fais, mais là, c'était juste des coups simples. Là. Juste des coussins. Ouais. C'est avec les doigts. Ouais. Ça, c'est vraiment très doigt, là. OK. Mais ça, c'est du réchauffement, là. Oui, c'est ça. C'était juste... exactement, c'est vraiment du réchauffement. Il n'y a rien de... Moi, c'est pas de quoi que je trouve impressionnant. Là. C'est juste... C'est ma routine quotidienne. C'est ta routine. Ben oui, ben oui. Pourquoi tu mets 2 pads, un par-dessus l'autre? Ça change le son du pad puis le feeling aussi est différent. Hein. OK. Ah! Je suis capable de l'arrêter. Nick, va voir ton Messenger. J'ai un petit bout de vidéo de Veil of Maya. J'aimerais ça que tu en mettes un petit 10-15 secondes avec Michel, justement, qui joue avec Cynic. Tu m'as envoyé ça où? Messenger. Mais ma question par rapport à ça, c'est que c'est-tu plus facile de faire tes exercices sur un pad de même ou puis quand tu arrives sur le snare, il faut que la peau soit super tight pour que ça soit le même effet ou ben non?
C'est plus facile sur le snare. C'est pas une question niaiseuse, c'est une très bonne question en fait parce que j'ai plusieurs types de pads avec plusieurs types de résistance. Fait que j'ai des pads qui ont vraiment beaucoup de rebond, puis j'ai des pads qui ont pas de rebond pantoute. Fait que l'idéal, c'est de pratiquer également sur les deux. Là. Parce que le rebond, il se contrôle. Fait que c'est vraiment une histoire de contrôle. Quand tu arrives sur un pad ou sur un drum qui a pas de rebond, ben là, t'as comme pas de retour de l'instrument. Fait qu'il faut vraiment que tu y donnes tout. C'est vraiment une question. Tu travailles fort avec les poignets. Là. C'est vraiment là que ça se passe. Là. Ouais. Je me rappelle au cégep, justement, on faisait dans des oreillers. Puis on disait, on accentue le deuxième coup, on l'exagère. Fait que comme ça, quand on va vite, ça égalise le deuxième coup. T'as fait ça toi aussi, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Non, ça, c'est presque une religion. Tu sais, dans tous les cours que j'enseigne, je suis prof privé aussi. Là. C'est là où je voulais en venir. C'est un truc que je répète à tout le monde, là, cette affaire-là d'accentuer le deuxième coup sur un coup double. Wow, c'est un truc essentiel. Là. Ouais. Puis là, quand tu vas vite, là, ça égalise. Exactement. Voilà. Mais ça, c'est pour développer les poignets. Mais toi, tu développes aussi les doigts. Oui, parce que dans le style dans lequel j'évolue, on joue tellement des affaires rapides par moment que tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout jouer avec juste le poignet. Là. Fait que t'as comme pas le choix de switcher vraiment avec les doigts qui sont beaucoup plus rapides. C'est des plus petits muscles qui sont plus vifs, qui sont plus rapides. Ouais. Fait que t'as comme pas le choix de travailler sur plusieurs aspects. Là. Fais-tu aussi des fois, tu sais, comme le coup, il est comme, tu sais, on frappe le bot puis la tête sur la ride, mettons, faire dig. Fait que c'est comme si t'avais les deux mains sur la ride, tu vois un peu l'idée? Je comprends, ouais, j'ai déjà pratiqué ça. Mais je t'avoue que je me sers jamais de ça. J'ai jamais eu à me servir de cette technique-là. Fait que. Mais là, quand t'es live, on va dire, faut que ça fesse. Là, c'est pas un petit coup de fif là, que faut que tu fasses. Là, un petit coup de fif! Non, mais c'est vrai. Non, absolument. C'est vraiment de développer une frappe assez puissante pour que ça projette assez. Oui. Là, fait que ça, c'est super important. Puis c'est super important, justement, d'avoir travaillé à cette technique pour pas arriver là, puis être crispé, puis jouer de même, puis comme puis là, ça va être impossible de jouer. Là. Hey, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote niaiseuse. Je vais la remettre, Vincent. Une anecdote? Vincent l'a pas assez vu. Hey, j'étais allé voir Kenny Aronoff. Kenny! Kenny, il fait le moller technique. Oui. Puis, je me souviens bien de ça. Il frappe tellement fort il frappe fort. On l'entendait même pas dans le pilier, on l'entendait en avant. Ouais. Kenny, il frappe fort. Puis tabarnak que j'ai été impressionné parce que ce gars-là, c'était simple ce qu'il faisait. Il jouait dans CCR, Rehearsal, je sais pas trop dans le temps, là, mais il frappait. Là, j'ai dit ça, c'est de la frappe, mon chum. Mais ça, avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il fait? C'est le mouvement, là, Mahler, Jim Chapin. Là, il dit, tu prends ta baguette, tu fais ça comme ça. Faut que la baguette soit molle. Ouais, on a parlé la semaine passée de ça. Fait que là, il fait comme ça. Oui, parce que c'est la même technique que Fred Gruber enseignait à Neil Peart. Puis la semaine passée, on parlait à Pat Jean. Je sais pas si tu connais-tu Pat? Ben oui, bien sûr. Fait que c'est un peu ce qu'on disait, c'est que... Mais moi, je veux juste faire une parenthèse, Michel. C'est que j'ai fait du badminton au cégep. Puis tu sais, quand tu frappes là, ton volant, là, c'est un peu comme un lanceur de baseball. T'as l'épaule, le coude, le mouvement. Puis aussi, tu as l'avant-bras. Puis après ça, tu finis avec tes doigts, le snap là, qu'on appelle. Fait que c'était un petit peu ça l'idée. Toi, tu vois ça comment, mettons, là, la technique, là, si tu joues pas trop rapidement, mettons, tu joues pas 200 BPM, là. Ben, effectivement, moi aussi, je suis dans cette philosophie-là, là, un peu dans la même veine que ce que Pat Jean enseigne. Là. Oui. C'est pas mal ça que j'ai étudié aussi, tout ce qui est Mahler, puis avoir travaillé des beaux grands mouvements souples, c'est vraiment la base, parce que si t'as pas ça, si t'as pas travaillé sur savoir apprivoiser le rebond d'un drum, puis gérer comment la baguette bouge, puis laisser le bâton travailler pour toi, parce que c'est impossible de jouer
du Gorguts ou jouer du Cynic, puis tout ça, puis de contrôler chacun des coups, puis de donner chacun des coups, c'est pas de même. Tu vas manquer de tu vas gaz, réussir, un moment là. donné. Tu vas manquer de gaz, tu vas te blesser, ça sonne pas bien. Ça sonne petit aussi, ça sonne plus limité. Ouais. Fait que pour vrai, ton son, pour être détendu, t'as pas le choix d'avoir une technique relax puis que ce soit très circulaire comme mouvement. Tu sais, c'est Ouais. vraiment ça qui revient encore. Là, tu sais. Si je dis bâton de golf, tu sais, là. Clac. C'est sûrement Bah, semblable. swing. Honnêtement, je joue pas au golf en tout, fait que je pourrais même pas savoir exactement c'est quoi la technique, mais c'est certain que ça a sûrement rapport. Puis je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, même ouvrir une poignée de porte, se brosser les dents, il y a plein de petits mouvements qu'on fait dans la vie qu'on y pense pas parce qu'on est habitué, on a poigné la bonne technique pour se brosser les dents, mais tout est semblable. Puis le drum fait pas exception à ça. Souvent, on se casse ben trop la tête, on va chercher ben trop loin. Okay. Mais ça revient juste au mouvement simple de ce qu'on fait dans la vie aussi, là, tu sais. Ouais. Une question. Yes. La position du drum. Oui. Parce Tu veux que dire, là, mettons, la hauteur de sa chaise, la hauteur de son snare, l'inclinaison des tomes, parce que, tout tu sais, ça. des fois, on voit des drummers excentriques puis mettre du stock un peu partout puis envoyer donc. Ouais, à un moment vraiment donné, haut là, pour faire des gros mouvements comme ça. Là. Le visuel est le fun, mais le risque de blessure, il doit être là. C'est sûr. C'est ça, c'est certain. C'est plus pour... je pense que c'est plus une question de show rendu là. C'est pour donner un show, mais quand... C'est ça. Moi, quand je joue du drum, c'est même pas pour donner un show. Là. Moi, j'ai une job à faire. Là. Je veux faire bien ma job. Fait que, tu sais, mon drum est positionné de façon à justement que ce soit naturel puis que j'aille pas à aller chercher des affaires ben trop loin pour rien que là, mon épaule est trop étirée puis que je pourrais me blesser, là, tu sais. Wow! Un petit peu. Il a pas formé son micro, puis il est parti. Oups, Non, il fallait que j'aille ouvrir la porte aux enfants parce qu'ils sont trop momounes pour peser avec 2 mains sur la clenchette. Parce que t'avais enlevé ton image, mais pas ton micro. Excusez. Est-ce que je vous ai dérangé? Est-ce que ça va? À peine. J'ai pas avoué des choses incriminantes. Non, je pense pas. Quasiment. Non, mais je voulais dire, la question, c'était... moi, quand j'avais installé le drum à Danny Simard, mettons. Ouais. Puis, tout de suite, je me suis dit, ben là, je place mon tom là parce que c'est plus facile pour moi de faire ce mouvement-là. Mais est-ce que je faisais bien de faire ça ou ben non, j'aurais mieux de le mettre dans une position spéciale, plus standard? Je pense pas qu'il y ait de bonne position ou de mauvaise position. C'est tellement personnel, ça. C'est tellement... Tu sais, chaque batteur, chaque personne a un corps différent. On a toute une grandeur différente. Notre tronc est toute d'une longueur différente. Nos bras, Ben, on mettons, est tous constitués différemment. l'angle du tom. L'angle du tom, ça aussi, c'est personnel. Moi, ce que je recommande, c'est qu'il soit quand même assez flat. Qu'il soit pas vraiment penché de même, là, tu sais. Ouais. Parce que le son d'un, il sera pas bon. Ouais. Tu vas maganer tes peaux vraiment rapidement, puis tu vas avoir vraiment moins d'accès à tes tomes comme ça. Ah, ça, c'est nouveau pour Oui. moi. Je peux Absolument. vous faire une petite démonstration. C'est que dans le fond, mettons que tu as ta peau, OK? Puis comme moi, je suis un peu comme Phil Collins, je fais des rim shots sur les tomes quand je descends des fois. Fait que donc, l'angle du tome doit me permettre, à partir du milieu de la peau, OK, de faire un rim shot en même temps. Fait que si le drum est trop penché, incapable. S'il est trop Exact. droit, ben là, ma position est pas confortable. Fait que j'ajuste toujours la position du tome en fonction de ma technique puis ma façon de jouer. Très bien dit. C'est exactement ça. OK, mais c'est quoi j'avais dit tantôt? Je pense- Ben, on parlait de la hauteur des tomes puis tout ça, ben c'est ça. Puis comme Michel il dit, ça dépend de ta grandeur puis tout. Là. Non, mais là, mettons, pour côté rapidité, si t'as des gros crises de tom, là, ça semble qu'il fait loin le centre, là. Oui, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu as des affaires bien rapides à jouer, souvent, tu sais, on va privilégier les drums qui sont plus petits, je veux dire, en termes de diamètre, là, tu sais. Ouais. Mais il y a moyen de faire la job sur un gros drum aussi. Tu sais, tout se fait avec n'importe quel instrument. Dès que tu as la technique, puis dès que tu es capable
de cibler le centre du drum, puis tu sais où est-ce que ça se place, tu sais. Même si le tom il est là ou il est là, il y a quand même moyen de travailler, là. C'est faisable. Ça fait penser à d'autres choses. Que Vincent il a demandé à Pat la semaine passée l'histoire de la visualisation. Où tu déplaces tes yeux quand tu joues. Mais parce c'est ça. que Attends, c'est ça, Nick, vas-y. Moi, j'avais un commentaire là-dessus que j'ai pas pu passer. Vas-y. Mais non, on a jasé l'autre fois. Là. Moi, c'est la guitare, je me ferme les yeux carrément. Puis là, je vois dans ma tête mon manche. Ça fait tout ça sur le drum aussi ou? Moi, j'ai souvent les yeux fermés quand je joue. Puis même c'est pas un problème, mais c'est souvent quelque chose qu'on me fait remarquer. Genre, voyons, t'as tout le temps les yeux fermés, on te regardait pour telle affaire, puis là, moi, j'avais les yeux fermés, j'étais complètement parti, tu sais. Mais c'est soit ça que j'ai les yeux fermés ou que quand je vais regarder mon kit, ben, je regarde le prochain élément qui va arriver dans la tune ou tu sais, fait que si mettons je joue ici, puis là je sais que il y a une passe de tom qui s'en vient, ben là tu sais c'est sûr que tu vas déplacer tes yeux. Je déplace mes yeux tranquillement. Mais c'est là que je voulais en venir, c'est que à moi personnellement, si je me mets à regarder ce que je fais, je me trompe. C'est instantané. Parce que tu penses trop, je c'est ça, je me dis, il va falloir que j'y aille là tantôt, puis là, j'arrive là, puis passe à côté. C'est ça, moi, c'est plus un geste très passif, très juste super détendu, parce qu'il faut rester dans la zone de je suis en train de jouer de la musique, puis il faut pas que je me mette à penser, parce que dès que tu te mets à penser, c'est vraiment l'ennemi du flow, là, si on peut dire. Fait que dès que tu te mets à penser, il y a de quoi qui vient te casser quelque part, fait qu'il y a de quoi en moins que tu vas avoir. Là. Fait que moi, souvent, j'ai vraiment les yeux fermés, puis quand j'ai les yeux ouverts, ben c'est très passif. Là, je regarde, mais c'est pas de quoi avec des pensées récurrentes puis bien intenses. Hein. Si je peux renforcer quelque chose à propos de ça, justement, peut-être Nicolas va s'en rappeler, mais quand j'étais plus jeune, des fois, je pratiquais, OK, puis je fermais les lumières. Mm-hmm. Ah oui. Donc, je jouais complètement les lumières fermées. Fait que yeux ouverts, yeux fermés, on s'en fout parce que, dans le fond, tu t'habitues à ton kit, tu t'habitues où ils sont. Fait que tu sois un stage lumière ouverte, lumière fermée, tu vas tout trouver ça. Exact. Fait que donc, dans les années 90, quand je suis retourné chez mes parents, et là, je me pratiquais avec les lumières fermées. Et là, j'ai découvert une nouvelle sensibilité que je ne m'étais jamais permis avant. Mais pratiquer les lumières fermées, ça peut aider. Ouais, effectivement. J'ai fait ça longtemps aussi. Malheureusement, je peux pas l'arrêter. Mais j'ai un avantage sur vous autres. Moi, je suis TV couleur. Oh! Je pensais que son histoire allait être plus longue que ça. Mais une affaire qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que de ce que je vois, c'est que, Michel, si tu fermes tes yeux, c'est que tu veux te concentrer sur tes oreilles. Tu comprends? Ouais, effectivement. Puis je suis quelqu'un de bien privé aussi, quelqu'un qui est bien introverti. Fait qu'on dirait que c'est tout ça va avec. On dirait que j'ai pas besoin nécessairement de regarder la foule ou de regarder même les gens avec qui je joue, parce que je sais qu'est-ce qui se passe avec mes oreilles. Je sais exactement. Évidemment, des fois, il faut que je regarde pour qu'on se cue sur quelque chose. Ou regarder la foule, c'est le fun aussi, mais on dirait que quand je ferme mes yeux, là, je rentre à l'intérieur de moi-même, puis là, c'est vraiment là que ça se passe. Là. Ma zone est là. Puis est-ce que... Attends, Vincent. Oui, vas-y. T'es trop vite. Moi, je viens après. Non, mais moi, tu vas dire c'est cave, ta question, mais un moment donné, j'ai joué au Vieux Loup, puis on a fait une toune de Muse... Puis soudainement, il y a comme eu un rassemblement de la petite foule qu'il y avait au bar, puis ça a comme devenu intense, tu sais, le côté émotionnel. Ça serveuse, là, tu sais. Non. Mais toi, t'as fait des grosses foules, là, t'as-tu ressenti ça, l'espèce d'effet de la foule, puis tout, c'est... Ah oui. Oui? Ah oui, absolument. L'énergie. Là, sur la dernière tournée qu'on a faite avec Gorguts,
On a fait une tournée nord-américaine avec les membres restants du groupe Death, justement. Puis on faisait des grosses salles quand même, tu sais, comme MTLUS à Montréal, mettons, c'est 2005, j'imagine, autour de 3000. Puis ça, c'était sold out. Fait qu'il y avait de l'énergie là-dedans, là, c'était loud, là, c'était même intimidant. Là, c'est probablement le show qui m'a le plus intimidé de la tournée, parce que les autres shows, on arrivait à New York, puis c'était comme, OK, on joue à New York, mais c'est comme, OK, il y a 1000 personnes en place, mais je connais personne, c'est parfait, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, genre, on arrivait à Montréal, puis là, je voyais des faces que je connaissais, du monde que je connaissais, puis là, tout de suite, ça me jouait dans la tête, là. Mais... MTLUS, ça, c'est l'ancien Métropolis, hein, c'est ça? Oui, hein? exactement. Fait que... mais c'est ça, oui, effectivement, de ressentir l'énergie de la foule, c'est puissant, cette vibe-là, ça donne une genre d'énergie que tu leur redonnes puis qui te redonne. Fait qu'il y a un cycle là, de toute façon avec ça. Là. Ouais. Mais ouais, c'est tout un trip, ça. Ce feeling-là est très unique. Là. Hey, Nick, t'as-tu la vidéo? Ben, j'ai pas la même, mais ça, c'est quelque chose que Michel m'a envoyé. OK. Je vais starter ça, tu vois. On va mettre ça comme ça. Peux-tu monter le volume de la vidéo? Ouais. Ça, c'est ton Yamaha que t'as chez vous, hein, Michel? Ce kit-là, ouais. T'as-tu la commandite Sabienne aussi? Oui. T'es-tu allé à Médoptique? Oui. Wow. Mec, tu y retournes, tu m'emmènes. Je te paye le gaz. Je peux pas la faire jouer trop longtemps parce que on va me faire barrer encore. Mais ça, c'est quel band, ça? Nick, as-tu l'autre petit bout? Attends un petit peu. Que je t'ai envoyé sur Messenger? Tu m'as envoyé de quoi, sur Messenger? Mais c'est quoi le band, celle-là? Ça, c'est une tune de Martyr, qui est un groupe de Trois-Rivières. OK. C'est un band culte, là. C'est vraiment du métal hyper complexe. Puis ils ont vraiment... Ils ont fait 3 albums, mais ils ont marqué vraiment comme le métal québécois. Puis en général, le métal en général aussi, là. Puis 2 des gars de Martyr ont joué dans Gorguts aussi, d'ailleurs. Oh. Fait que c'est qu'un drôle, là. Ah, c'est ça, Nick. Fallait jouer. C'est un genre de drum over que Michel a fait avec un bassiste. Ah, c'est Michel, c'est pas... OK, c'est Michel. Ah oui. C'est capoté, hein? Écœurant. Dommage, j'ai mixé la bass trop forte, là, mais... Ouais. C'est un petit peu fort, ouais. La bass est trop forte. Mais il est bon. Il est très bon. Hey, on va arrêter ça là, on va me faire barrer. Non, mais ça, c'est bon. C'est elle, la toune que je vous parlais tantôt, tout le monde. C'était vraiment, là... wow. Moi, c'était mon wow. Je peux aller vite, là, un petit peu pour là. Oui, j'ai-tu fermé? Non, j'ai pas fermé. Elle est rendue où? Elle est là. OK, là, on a Martyr. Deviant Process. On n'a pas parlé de Deviant Deviant. Process. Ben oui, fais jouer un petit bout. Oui. Deviant, avec Stéphane. Ouais. Oh, j'ai pas mis le son. Ça s'en vient. C'est où tu fais faire tes pots de base rum? Ah, je me souviens pas, celle-là. Je sais pas.
C'est quoi ça, 220 BPM? Ouais, à peu près. Ouf! Wow, j'ai Ouais, c'est soufflé quand même- juste à te regarder. C'est quand même du stock, ça. Ouais, Je c'est l'aurais bien quand même écouté, du aïe. stock. Je l'aurais bien écouté au complet, mais là, on peut pas. On va se faire barrer, c'est sûr. Oh, on va se faire barrer. Aïe, 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 aïe. Ouais. Mais dis-moi, Michel, quand tu joues de quoi de vite de même, tu leads comment? Est-ce que t'as, mettons, je sais pas moi, ta main droite avec ton pied gauche ou... Tu sais, c'est quoi ton repère là-dedans pour être sûr que t'arrives douette? Ça dépend toujours de la tune que je joue, puis de quel genre de pattern, puis de comment la tune elle commence, puis fait que tu sais, je suis pas mal capable de leader de la gauche autant que je lead de la droite, fait que mais c'est sûr qu'en général, je suis droitier, fait que c'est sûr que ma droite est toujours prédominante, là, mais si vraiment j'ai besoin de leader de la gauche, je vais leader de la gauche, là, c'est pas un problème non plus, là. T'as jamais mis une ride à gauche? De temps en temps, j'en ai une. De temps en temps, mais c'est pas une habitude. J'ai une China ici, à ma gauche, puis souvent je vais comme drummer de ce côté-là comme ça. Mais j'ai pas souvent une ride, là, mais ça m'arrive des fois, ouais. OK, cool. Hey, on n'a pas parlé de Gorgoth, mais Non, là, c'est vrai, pas encore. Hein. tu joues avec Gorgoth. Ben, il nous reste 3 minutes. On Vends en ta parle, salade. on en parle. Fait que je joue avec Gorgoth depuis 2023. C'est un de mes bandes préférées depuis que je suis tout petit encore. Je les ai vus genre en 98 la première fois, puis j'avais été subjugué, puis j'avais eu peur en même temps tellement c'était comme c'est tellement fucké comme musique, puis les gars, il y avait tellement une présence scénique imposante que ça m'avait marqué. 25 ans plus tard, ben ils m'appellent pour jouer avec eux autres, fait que ça a été comme wow. Puis là, on travaille sur le prochain album qu'on va enregistrer cette année. J'ai pas de date encore, mais ça s'en vient. Puis après ça, ben des tournées à l'international. C'est un band qui est reconnu vraiment partout, fait que c'est vraiment cool, là. Ça arrive-tu, mettons, que, tu sais, quand tu changes de band, veux pas, ton attitude sur le stage, elle doit changer un peu? Oui, quand c'est dans le métal, c'est pas trop pire. J'ai pas trop à me préoccuper de ça, mais quand je passe de ça au groupe Best Of avec qui je joue ici à Québec, c'est un groupe, on fait du top 40, là, fait qu'on fait du pop, puis du rock, puis du country. Quand je passe de Gorgoth à ça, ça me prend une couple de tours avant de m'ajuster. Là, puis ça, OK, ma place est là, puis c'est ce genre de frappe-là qu'il faut que j'aille, ce genre de son-là. C'est quand même... Ça me prend quand même un petit temps à me réadapter. Là. Ouais, c'est comme pas... C'est ça, exact. Là, je suis sûr, Mais Vincent, c'est ça, fait que Vincent, il attendait ça. Là. Désolé. Oh, non, mais j'ai failli peser sur le piton de peur, chien. Peur, chien. Peur, chien. Ben, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Michel. C'est tout le temps qu'il nous reste. Il nous reste genre 30 secondes, mais je pense que le futur s'annonce très bien pour toi. Puis j'espère que ça va continuer. Serge Fortin dit il faut reprendre ça avec Michel. Ben, on aurait tellement d'affaires à raconter avec Michel. avec plaisir. Ça avec fait plaisir, que, je suis là. Aussitôt que tu as du temps, là, on sort book une affaire puis on fait partie 2. Hein? Ben là, l'avantage, Oh, yes. c'est qu'on n'aura pas besoin de compter ta vie. Voilà. C'est-à-dire que les gens 700... On va compter les temps. On est à peu près 700. Exact. Invitez vos amis en passant parce que la page est privée, donc Facebook la diffuse nulle part. Alors, on fonctionne par bouche et oreille et c'est ça. Et un jour, peut-être bouche à bouche avec certaines. Fait que c'est ça. Sur ça, merci encore, Michel, de tout ton temps là-dedans. Merci. Puis, Merci à vous deux. Génial, génial. On va se reprendre bientôt, j'espère. Namasté. C'est un plaisir. La semaine prochaine, Jacques Desrosiers. Jacques Desrosiers.